Bonjour, nous sommes toujours le vendredi 24 octobre, il est 11h15 du matin à Paris, et je continue mes petites réflexions sur le rôle des femmes dans la société, et leurs responsabilités d'ailleurs. Parce que l'autre jour, nous étions dans une réunion, dans un café philo, on parlait des problèmes qui n'avaient pas été prévus, qui n'avaient pas été gérés, en ce qui concerne notamment l'écologie, l'alimentation, les ressources, etc. Et il ne faut pas oublier que la démocratie, les votes, donnent une place importante aux femmes. Ce sont les femmes qui contribuent considérablement à l'élection de certains responsables. Si les femmes ne votaient pas, il est clair que les choses ne seraient pas du même ordre, que ce soit d'ailleurs au niveau des primaires ou au niveau des élections nationales. Donc, par leur masse, par leur poids, les femmes pèsent lourdement dans tout ce qui est d'ordre électoral. Je rappelle que les femmes n'ont en France le droit de voter que depuis 1944 et que dans le Parti communiste, à l'époque de Marx, il n'était pas question qu'on leur donne le droit de vote. Donc, je disais dans mes présentes vidéos que les femmes ont une identité collective, elles ont un poids collectif. Par conséquent, la mise en place d'élections au suffrage universel, pas seulement, mais enfin, comme les élections législatives, comme les élections présidentielles dans certains pays, comme aux États-Unis et en France, tout cela est fonction, en grande partie, des femmes. Et donc elles portent une lourde responsabilité, notamment dans le choix des dirigeants, dans le choix des responsables. On ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si les femmes votent, elles ont une responsabilité. On n'est pas certain que les présidents qui ont été élus, par exemple, aient été les meilleurs possibles pour la France. Et ailleurs, on peut poser aussi cette question. Qui dit vote et qui dit vote, non pas censitaire ou non pas masculin, mais vote universel. Le terme, d'ailleurs, suffrage universel est un terme qui induit en erreur, puisque la seconde Napoléon Bonaparte, le troisième, enfin Louis-Napoléon Bonaparte est devenu ensuite, il a d'abord été président public, puis empereur, a été élu comme président public uniquement par un vote masculin. Donc, ça s'appelait pourtant le suffrage universel. Et sous la Révolution française, il n'a jamais été question que les femmes votent. Donc, le vote des femmes, qui est introduit par De Gaulle en 1944, et qui n'a été mis en application que en 1946, notamment pour le vote à l'Assemblée constituante de la 4ème République, pour la 4ème République. Tout cela fait problème, y compris, bien entendu, le passage au suffrage universel direct pour l'élection du président public à partir de 1965, voté en 62, par référendum. Donc, il faut chercher dans l'histoire des femmes des révolutions de type collectif. Les femmes ne sont pas des révolutionnaires en tant que personnes individuelles. Elles sont révolutionnaires par le fait qu'elles sont porteuses d'un message, d'un courant, transmetteuses, contamineuses, je dirais presque, de messages qui sont souvent masculins. Là, on est dans une polygamie, c'est-à-dire que quelques éléments masculins peuvent féconder intellectuellement, politiquement, une grande masse de population féminine. Il se trouve que dans le suffrage universel, il n'y a pas que les femmes qui votent, bien entendu. Mais ça serait presque logique que ce soit ainsi. Et en même temps, c'est un pouvoir considérable qui leur est octroyé, dont on peut penser que par certains côtés, elles en sont capables.
il est possible qu'elles aient l'instinct d'aller vers les leaders les plus doués, les plus performants, ceux qui ont la plus grande capacité à exprimer quelque chose qui fasse sens pour elles, etc. La question est justement, c'est pas tellement le vote des femmes qui est le problème, c'est le fait que les femmes ne soient plus forcément capables de détecter et de discerner entre les hommes ceux qui sont les plus doués, les plus prometteurs. C'est la question que je me pose. Alors, je pense notamment à la Chine, par exemple, où la Chine, qui n'est pas, pour en parler, un pays très démocratique, et qui n'en fonctionne pas moins bien, ce qui fait que le pouvoir féminin, il ne s'exerce pas uniquement par le vote, il peut s'exercer aussi par les choix de consommation. Les femmes sont des consommatrices, dans le plein sens du terme, et ça c'est un pouvoir économique considérable. Je pense notamment aux réunions astrologiques, ou même aux réunions spiritualistes, comme l'évolution de la conscience. Eh bien, quand les prix sont relativement élevés, les prix d'entrée pour des séminaires, pour des rassemblements, eh bien, il y a justement beaucoup de femmes. Et donc elles ont un poids économique important dans la réussite de certaines manifestations. Sans les femmes, il y a des manifestations qui seraient complètement nulles. Sauf si le droit d'entrée était très bas ou même nul. Et moi, c'est une théorie que j'avance comme ça, qui m'est venue, c'est-à-dire qu'effectivement, les hommes sont prêts à venir à des réunions s'ils n'ont pas à payer une centaine d'euros pour passer une journée ou deux, comme ça a été le cas dans différents colloques ou forums, etc. Donc il y a un poids économique, politique éventuellement des femmes dans notre société, qui est, parler aussi d'un poids démographique, j'en parlais l'autre jour, c'est tout à l'heure, c'est-à-dire les femmes font des enfants avec tout ce que ça implique, et ça implique aussi des allocations, bien sûr, qui font elles-mêmes débat aujourd'hui en France. Donc il y a tout un pan de l'activité sociale qui est aux mains des femmes, en tout cas sur lesquelles les femmes pèsent considérablement. Mais ça ne permet pas pour autant d'inverser les rapports de force. C'est-à-dire par là que les individualités féminines restent tout à fait exceptionnelles, pas exceptionnelles au sens de remarquables, mais elles sont extrêmement rares, et il y a quand même une division du travail, si on peut dire, entre quelques hommes qui sont particulièrement porteurs de choses nouvelles qui vont féconder le public, et les femmes qui constituent l'essentiel du public. Alors ça, c'est apparemment une règle qui n'a pas été remise en question, véritablement. Donc les historiens des femmes il n'y a pas encore eu une épistémologie, une approche épistémologique adéquate de l'histoire des femmes. Il y a des espèces de tabous, dire que les femmes, c'est un collectif qui pèse de tout son poids par son nombre. Quelque part, ça gêne pas mal d'historiens, et d'historiennes notamment. Donc déjà, dès le départ, il y a une crispation, il y a là un blocage. Et à partir de ce moment-là, il y a un obstacle épistémologique qui fait qu'on n'arrive pas à écrire correctement sur les femmes, parce que vouloir profiler une histoire des femmes sur le même modèle que celle des hommes, on a bien vu que c'était complètement vain. Il y avait une inanité dans ce projet. Et je dirais même que ça n'est pas fair, ce n'est pas équitable. Les femmes ne doivent pas être jugées selon les mêmes critères que les hommes. Elles doivent être jugées en tant que collectif. Elles ne doivent pas être jugées en tant qu'individualité. Et elles sont là justement pour essaimer, pour diffuser, pour communiquer, pour
communier. Et je disais à ce propos tout à l'heure que les gens communiquent beaucoup dans le formatage. Quand ils ont un même formatage, c'est ça tout le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, le comportement de masse, ça sous-entend aussi quelque part un seul et même formatage. Et donc si on n'a pas été formaté linguistiquement, religieusement, culturellement, eh bien on est marginalisé. Et en même temps, il faut être celui qui est formaté ne peut pas véritablement innover et créer. Donc il y a une espèce de cercle vicieux dont on n'est pas sorti ici. Celui qui n'est pas formaté, il est justement là pour formater les autres. Donc il y a une espèce de dilemme, ou bien je suis formaté, ou bien je formate. Mais si je suis formaté, je ne formaterai pas. Si ce n'est en répercutant, bien évidemment, ou en transmettant mon propre formatage à autrui, ce qui va de soi. Mais le véritable formatage, ce n'est pas le mot qui convient. Le véritable personnage source, semence, il n'a pas à être formaté. Or, on ne peut constater que ceux qui ne sont pas formatés, ceux qui ne sont pas passés par certaines formations, qui n'ont pas acquis certaines techniques, certaines façons de travailler, eh bien, ils sont isolés et ils risquent fort de ne pas pouvoir donner ce qu'ils ont à donner, transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Transmettre au sens premier du terme, c'est-à-dire transmettre, c'est-à-dire faire passer, pas transmettre ce que j'ai reçu pour le donner à l'autre. Je disais justement tout à l'heure que il faut de plus en plus la philosophie, et là, précisément, et je renvoie à la philosophie analytique, elle est là pour dégrossir, décanter le langage. Le langage, il est extrêmement ambivalent, extrêmement équivoque. On emploie des expressions qui méritent complètement qui exigent d'être reprécisées. Parce que, selon le contexte, le mot ne voudra pas dire la même chose. À tout instant, quand je parle, je peux concevoir les contresens. Parce que presque tous les mots, s'ils ne sont pas précisés, peuvent être entendus, sont à double entente, comme on dit, peuvent être entendus diversement et de façon contradictoire.